Salut à tous et bienvenue dans Tueur en série. Il y a 2 semaines, vous avez été très nombreux à apprécier mon débunkage de la série Lupin sur Netflix avec Omar Sy et je vous en remercie. Même si certains n'ont visiblement pas compris que j'avais pas compris que c'était pas Lupin mais un de ses admirateurs à l'époque moderne. Franchement, merci de l'avoir souligné les gars, parce que j'avais pas remarqué. C'était évidemment une pirouette narrative de Netflix, alors bon, si ça leur convient, moi j'ai envie de dire formidable. Bref, pour cet épisode, vous allez retrouver Arnaud qui démarre sur les chapeaux de roue avec un débunkage en règle, celui de la série L'autre côté. Il s'agit d'une production Netflix Espagne et comme très souvent avec les séries espagnoles, la propagande n'est jamais bien loin. Après avoir relégué cette daube là où elle mérite, c'est-à-dire en dessous des 1 étoile sur 5, nous continuerons notre focus sur les séries britanniques avec The English Game qui nous plonge dans les tout débuts de la création du football et puis l'inévitable Downton Abbey qui sera le coup de cœur d'Arnaud pour cette catégorie. Pour terminer, vu qu'il faut bien que j'apporte un peu ma pierre à l'édifice pour ce thème, bien que les séries anglaises, comme les anglais tout court, ça soit pas trop mon truc, je vous parlerai un peu de Peaky Blinders. Celle-là, je l'ai vue, je l'ai appréciée, donc je peux vous en parler. Mais tout d'abord, je vous laisse en compagnie d'Arnaud et de sa douloureuse expérience avec L'autre côté des Pyrénées. Bonjour. Pour un scénario, quand on est en panne d'inspiration, heureusement, il reste la Seconde Guerre mondiale. Il suffit de faire un copier-coller et de le transposer dans le futur et le tour est joué. C'est ce que Netflix Espagne a tenté de faire avec la série L'autre côté. Malheureusement, l'exercice est tellement caricatural qu'il dessert le but poursuivi. Talleyrand disait « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Côté excès, on est servi. Alors, on entre dans les détails. En 2045, après une 3e guerre mondiale, la planète est partiellement détruite. L'Espagne, comme le reste du monde occidental, a été poussée vers un régime dictatorial à cause du manque de ressources naturelles. La vie à la campagne est impossible et en ville, un mur sépare les puissants des autres. Les riches vivent dans un ghetto protégés par des sortes de SS en culotte de cheval, alors que les pauvres meurent de faim et de soif. Mais comme si cela ne suffisait pas, on double le burlesque par une lutte des classes bon teint. Prenons une petite perle de ce bijou. Dans le premier épisode, à 51 minutes 17, le fils décadent d'un ministre qui mange un plat démesurément grand s'adresse à un domestique affamé en disant « Je vous laisse le gras, je ne le mange pas ». Bien entendu, les riches partousent alors que les pauvres s'aiment d'amour authentique. Tous les codes sont repris sans se soucier de l'effet contre-productif de l'accumulation. Cabaret avec des putes à soldats, petite fille violée par le général, zone libre, ticket de rationnement d'eau pour les pauvres et fontaine digne du château de Versailles pour les riches. C'est un tel condensé de clichés que cela devient burlesque et que cela se retourne contre l'objectif recherché. Tourné avant le Covid, la seule chose prophétique et qui fait son succès est l'intégration d'une pandémie dans le scénario. L'épidémie de norovirus, c'est ainsi qu'elle s'appelle, est combattue par un couvre-feu, des dépistages obligatoires, la suppression des libertés de déplacement, bref, presque tout ce qu'on vit en ce moment. Si la série s'était contentée de traiter le sujet de l'épidémie, elle aurait pu réussir son coup. Mais les producteurs ont voulu en faire trop au prix de nombreuses incohérences. Prenons un exemple. Dans l'épisode 2, à 21 minutes, alors qu'il n'a pas d'eau comme tous les pauvres, on voit l'acteur principal dans le rôle du résistant rouler avec une moto Triumph flambant neuf, hors de prix. Puis, sa copine Sarah, qui a des vêtements en guenilles, mais quand elle se déshabille, on découvre qu'elle a des sous-vêtements de luxe. Dans le même épisode, à 50 minutes, les résistants qui sont dénués de tout ont des bombes pour taguer sur les murs. Même pour vous, je n'ai pas pu finir la saison, tant tout cela est consternant de nullité. Le résultat ne vaut même pas 1 étoile. Maintenant, je poursuis notre focus sur les séries anglaises commencées il y a 2 semaines avec The English Game, sorti fin 2020 sur Netflix. Le synopsis du dossier de presse dit «
En Angleterre, dans les années 1870, pardon, deux footballeurs issus de classes sociales différentes tissent des liens qui contribueront à démocratiser un sport alors réservé à l'élite. Bref, on s'attend à voir une mini-série sur le football, mais en réalité, on a affaire à une histoire sur la lutte des classes. Je ne conteste pas que les industriels anglais aient exploité leur peuple, mais le scénario semble un peu cousu de fil blanc. Le foot est à l'époque un sport réservé aux aristocrates et les ouvriers s'initient à ce sport pour tenter de battre leur patron à leur propre jeu. Les épisodes nous montrent un football qui est pratiqué par des exploitants dilettantes qui ont le temps pour eux pour s'entraîner. Pour les ouvriers qui travaillent de 12 à 14 heures par jour, c'est vrai, la parade consiste à professionnaliser les joueurs. Ce qui est interdit est considéré comme une infamie dans les règles du football d'alors. Il y a certainement du vrai, mais le tableau est un peu caricaturé. Les aristos sont arrogants, méprisants et peu fair-play. Sur le terrain, ils exercent une pression physique car ils pensent que les ouvriers n'oseront pas les bousculer. Les ouvriers ont toutes les qualités, pas comme les méchants aristos. Et voilà qu'une amitié se noue entre un aristo et un ouvrier. Bref, cela fait un peu comme si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Le seul gentil aristo, c'est lui. L'ouvrier est basé sur Fergus Sutter, un personnage historique réel, qui est le premier footballeur professionnel. Si le scénario est un peu faible là, les images sont en revanche magnifiquement tournées avec des décors et des costumes splendides. Moi qui ne suis ni fan de foot ni de ce scénario, j'ai pris grandement plaisir à regarder The English Game uniquement pour l'esthétique. Il est vrai que le réalisateur est celui de Downton Abbey. Pour cela, et pour son esthétique donc, j'ai mis 3 étoiles, ce qui est un point de moins que les téléspectateurs. Downton Abbey, qui est mon coup de cœur pour cet épisode de Tueur en série. Downton Abbey qui se déroule dans un des plus beaux châteaux d'Angleterre. Rien que pour cela, la série vaut le coup d'être vue. Downton Abbey est une sorte d'exercice littéraire. L'histoire se déroule pendant et après la Première Guerre mondiale. La guerre a changé le statut des femmes. On y voit une famille aristocrate sur le déclin financier qui tente de maintenir son patrimoine. Mais le plus intéressant, ce sont eux, les domestiques. Valet de chambre, valet de pied, premier valet de pied, majordome. Le personnel est un monde à part entière qui est fortement hiérarchisé. Chacun est fier de son rang et du rôle crucial qu'il pense jouer. Entre eux, il n'y a pas de solidarité de classe. Non, bien au contraire, ils intriguent, se jouent des tours pour prendre la place de l'autre. Les employeurs ne font qu'arbitrer des rivalités avec une certaine bienveillance. En fait, le héros, c'est le château. Et le château, c'est eux qui le font vivre, peut-être plus que leurs propriétaires eux-mêmes. Downton Abbey, c'est 6 saisons aussi belles qu'intéressantes et la série britannique la plus nominée dans l'histoire des Emmy Awards à sa sortie. Sur l'ensemble des 6 saisons, la série cumule 15 Emmy remportés et 69 nominations. La série est notée 4,5 par les téléspectateurs, c'est tout à fait mérité. À bientôt. Pour terminer en beauté cet épisode, je vais vous parler de Peaky Blinders, puisqu'on reste dans le thème des séries britanniques, tout en touchant particulièrement à une thématique qui m'est chère en matière de cinéma comme de séries, c'est-à-dire la mafia et le banditisme. Avec Peaky Blinders, on est en plein dedans, puisqu'on suit l'histoire d'un gang de Birmingham, surnommé ainsi pour les lames de rasoir qu'ils cachent dans leur casquette, spécialisé dans les paris, le racket et la contrebande. La trame s'articule donc autour de cette famille, les Shelby, d'origine irlandaise, donc n'en déplaise à certains qui n'étaient pas d'accord, puisqu'il s'agit de travelers. Et les travelers, c'est quoi? Ce sont des nomades originaires d'Irlande et pour leur part installés en Angleterre. A noter que les Peaky Blinders sont réellement existés, hein, les voici. Bon, en réalité, ils étaient déjà dissous dans les années 20, hein, là où se déroule la série, et ils ont sévi plutôt à la fin du 19e, mais c'est intéressant de savoir qu'ils existent bel et bien. Et d'ailleurs, le créateur de la série, Stephen Knight, avait des grands-oncles de son père qui étaient liés à ce redoutable gang. Bon alors la première chose qui ressort pour moi en tout cas de cette série produite par la BBC, c'est l'ambiance, les décors, l'atmosphère. C'est tout simplement splendide. On est en plein cœur de l'Angleterre industrielle des années 20 et ça claque. Bon, en soi c'est pas beau, hein, c'est l'Angleterre, c'est gris, c'est sale, c'est enfumé, mais à l'écran, cet univers a été magnifiquement rendu. La deuxième chose pour moi qui tranche à merveille en plus avec tout cet univers, ce sont les vêtements portés par les Shelby. Quelle classe!
incroyable, hein, surtout au milieu de toute cette poussière. Pour vous dire, ça m'a tellement marqué que juste après avoir vu la série, j'ai été aussitôt m'acheter un manteau mi-long et une casquette. Ouais, je sais, en matière de série, je suis totalement influençable, hein. D'ailleurs, heureusement que j'ai pas fait ça à l'époque de Son of Anarchy, hein, parce que j'aurais eu l'air d'un con vu que j'ai pas de moto. Enfin, si je devais ajouter une troisième grande qualité, c'est le personnage de Thomas Shelby, qui incarne à merveille le chef de famille et chef de clan. Il est à la fois torturé par son passé dans les tranchées, c'est pourquoi il a souvent recours à l'opium, mais malgré tout ça, on ne peut être qu'impressionné par sa constance et son sang-froid. Alors que la plupart de ses frères se livrent à des excès en tout genre et manquent clairement de contrôle, après tout c'est leur milieu d'origine qui veut ça, Thomas Shelby va réussir à transcender sa propre condition pour s'élever au-dessus de tout ça, maintenir un cap et porter sa famille sur ses épaules en toutes circonstances. C'est ça que j'ai trouvé admirable. Évidemment, le jeu d'acteur de Cillian Murphy est remarquable, hein, tout comme les acteurs de la série en général, à commencer par son frère, Arthur, incarné sublimement par Paul Anderson, avec cet accent irlandais à couper au couteau. De toute façon, plus ou moins tous les personnages de cette série ont un charisme incroyable. L'inspecteur de la police royale irlandaise, Chester Campbell, interprété par Sam Neill, qu'on a bien sûr connu dans Jurassic Park, joue à merveille son rôle de salaud. Et puis bien sûr, on a aussi la sublime et radieuse Grace, incarnée par Annabelle Wallis. Pour résumer, des décors et une ambiance merveilleux, une bande originale anachronique qui fait son petit effet, des costumes ultra classe, des acteurs charismatiques et talentueux, le tout dans un scénario plaisant. Que demander de plus? Mais la série n'est pas sans défaut, hein, elle n'est pas parfaite. Au bout d'un moment, elle devient un peu répétitive, hein, parce que les scènes où les protagonistes, par exemple, avancent dans la fumée des usines avec leurs costumes impeccables, nous en mettent plein les yeux au début, mais bon, après une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, on a compris, quoi. Puis il y a aussi quelques lenteurs, hein, dans le scénario, faut se l'avouer. Parfois, on s'ennuie un peu et le scénario s'étire et se ramollit. Mais le principal défaut de cette série, je le résumerai en un mot: Netflix. Oui, parce qu'à l'origine, cette série était une production de la BBC et tout allait bien à cette époque, mais à partir de la saison 5, Netflix est venu s'ajouter à la production. Et comme par hasard, c'est à partir de là que la série a littéralement perdu tout intérêt. Thomas Shelby se découvre des ambitions politiques et on a droit à notre lot de lutte des classes, de conditions féminines, de lutte antiraciste, ce qui pour cette époque n'a absolument aucun sens, hein. On voit bien là que Netflix est venu mettre son nez là-dedans, et quel dommage. Bon, la saison 6 arrive bientôt, elle a pris du retard évidemment à cause des questions de Covid, donc on verra ce que ça va donner, mais honnêtement, j'ai très peur. D'ici là, la série mérite un bon 4 étoiles sur 5, hein. Ça reste une très bonne série. C'est pas ce qui se fait de mieux en la matière, faut arrêter de l'aduler aussi. Par exemple, dans le même domaine, il y a des choses comme Boardwalk Empire que je trouve nettement supérieur, mais néanmoins ça reste bien sûr une excellente série. Merci d'avoir suivi cet épisode de Tueur en série, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des remarques, des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec Arnaud, l'espace commentaire est là pour ça. Allez, à bientôt dans Tueur en série.